merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Anaïs, c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter. D'accord, super. Et puis tu me dis si tu veux rebondir ou s'il y a des choses qui sont inexactes. Ok. Donc, tes amis en fait te décrivent dans ce livre comme quelqu'un de battant, d'euphorique, d'imprévisible, quelqu'un qui aime prendre du temps pour ses amis et sa famille. Et ils te décrivent comme un train qu'il ne faut pas rater et qui vous emmène très loin. Ça, c'est eux qui le disent. Ça, je ne sais pas si c'est la vérité. Mais... C'est joli. Oui, c'est vrai que ce qu'ils ont peut-être oublié de dire, c'est aussi mes angoisses et mon bordélisme. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui m'animent dans ce côté battante, envie d'entreprendre et de ne pas avoir peur des obstacles qu'on peut rencontrer. Mais il y a aussi une part de moi qui est souvent très cachée et que je ne montre pas, qui est ma part de vulnérabilité, d'angoisse, de faiblesse et d'anxiété aussi de se dire est-ce que c'est possible d'y arriver. Donc il y a une petite partie qu'ils ont oubliée aussi. Ok, donc pour ton histoire, donc toi tu as 24 ans là? Oui, absolument. Et il y a 3 ans, donc je raconte l'histoire pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, mais tu étais étudiante en école de commerce et lors d'un événement, tout à coup tu perds la vue, passagèrement mais assez subitement en fait. Et tu penses au départ être allergique à la peinture que tu as sur le visage. Oui, absolument. Et au final, un premier rendez-vous avec l'ophtalmo, t'emmènes un deuxième rendez-vous à l'hôpital et là tu y restes 15 jours. Oui. Et le diagnostic tombe, on dit que tu es atteinte de sclérose en plaques, donc CEP, SEP. Ouais. Et là, au départ, tu refuses d'envisager un quelconque traitement parce que tu te dis que la solution, elle est en toi, finalement. Bien sûr, ouais, pour le moment, tu es à tout bon, là. Après, je rebondirai sur Et tu décides de partir 8 mois en sac à dos dans 3 pays différents. Donc, partir à l'étranger à ce moment-là, c'est ton rêve et tu le fais. Et chaque pays correspond à une découverte de toi-même. Tu pars d'abord en Nouvelle-Zélande en prise directe avec la nature où tu apprends à gérer le stress. En Birmanie, en retraite dans un monastère bouddhiste pour écouter et nourrir ton esprit. Et puis tu pars à la recherche de la liberté en Mongolie à la fin de ce voyage. Pour l'âme. Pour l'âme, exactement. Et depuis ton retour, donc, tu as écrit ce merveilleux livre qui s'appelle « Le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie » que vous pourrez retrouver tout à l'heure. Donc super héros. Et donc là, tu as plein de projets et on est là pour en parler ce soir. Pour juste rebondir un petit peu sur parce que moi je ne suis pas venue ici pour vous parler ni de maladie, ni de voyage, parce que je pense qu'on a tous eu la chance de pouvoir aller explorer, de pouvoir aller ne serait-ce que bouger en France ou en Europe. Je suis venue ici juste pour vous parler de mon voyage intérieur, que je pense qu'on a tous pu entreprendre, où on est tous à des étapes différentes de ce voyage intérieur. Et c'est vrai que quand il y a un intrus qui s'immisce dans notre vie, donc moi, ça a été cette CEP, cette sclérose en plaques qui s'est transformée en super envie de partir. Cet obstacle qui est arrivé, ça a été pour moi, ce petit champignon venimeux de CEP. Mais pour vous, je pense que vous avez tous eu ou un jour entendu ou eu peur ou vécu, que ce soit dans votre cœur, dans votre corps, ou que ce soit à l'extérieur de vous-même, un obstacle, une angoisse, une peur, et surtout une vulnérabilité, parce que quand on a un intrus qui s'immisce dans notre vie, le premier pilier, c'est cette vulnérabilité, où on a l'impression que tout s'écroule et qu'on ne peut pas sauter cet obstacle. Il y a un mur qui apparaît, et face à ce mur, on ne sait pas comment le transpercer. Et là, je suis venue juste pour vous partager déjà ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, et surtout le fait de vous dire à quel point il y a une force inimaginable qui sommeille en chacun d'entre nous. Et je pense que tous les aléas et tous les obstacles ont raison d'exister. Et je pense que sans cette maladie, je serais réellement passée à côté de ma vie. Donc c'est vraiment pour moi un partage qui dépasse et qui dépasse bien la maladie. C'est un partage aujourd'hui qui m'anime de vous dire justement à quel point n'ayez pas peur des reconversions professionnelles, n'ayez pas peur des aléas personnels, de tous les obstacles qui peuvent se mettre sur votre chemin par rapport à ce que la société nous dit. Parce que je pense que si, comme tu me disais, quand j'ai perdu la vue, j'étais actuellement dans mon école de commerce, j'imaginais ma vie bien tracée. J'avais mon objectif de devenir journaliste. Je savais dans la boîte dans laquelle je voulais être.
J'avais décroché un boulot chez Euronews où c'était pour moi, c'était mon rêve, le poste que j'avais eu. Et c'est vrai que sortir de cette boîte de conserve qui nous empêche de penser, qui nous empêche de créer, qui nous empêche d'être tout simplement ce que l'on est, n'ayez pas peur de sortir de cette boîte de conserve, parce que si j'y étais restée, je pense qu'aujourd'hui je serais en fauteuil roulant. Donc on va en parler plus profondément de chaque étape et de tout ce qui s'est passé, parce que ça a été une vraie aventure. On ne m'a pas diagnostiqué une maladie et après j'ai pris mon avion et je suis partie découvrir mon corps, mon esprit et mon âme. Ça serait un peu utopique de vous balancer ça comme ça. Il s'est passé plein d'étapes et je pense que ces étapes-là, on a toutes les mêmes étapes et on passe par les mêmes étapes même si on n'a pas une maladie. Quel que soit l'aléa, on passe par les mêmes phases en fait. Et je pense que c'est ces phases-là que j'ai envie de vous partager ce soir. Désolée, j'ai un peu annoncé le truc que j'avais envie de dire. Et j'aimerais déjà revenir sur ce premier diagnostic. En fait, tu renommes ta maladie, donc sclérose en plaques, tu la nommes Rosie. Et ça, j'adore. J'adore parce que, en fait, les mots ont un pouvoir. Et en fait, surtout tout ce qu'on dit après « je suis », je sais pas si on dit « je suis nulle » ou « je suis pas assez bien, je suis moche », tout ce qui va après « je suis » a finalement un impact sur ce qu'on ressent. Et moi, ma question c'est, tu vois, après ces mois de voyage et de découverte de toi-même, ce mot Rosie aujourd'hui, il veut dire quoi pour toi ? Mais écoute, déjà, pour revenir sur la puissance des mots, comme tu dis si bien, je pense qu'on devient ce que l'on dit. Et on devient ce que l'on dit. Et je pense que les mots, c'est notre identité, c'est une personne à part entière en fait. Ce qui sort de notre bouche, c'est pas que du son, c'est un être humain. Et ça, je l'ai vraiment découvert dans le sens où ce que l'on dit reflète notre personnalité. Le timbre de notre voix reflète aussi qui l'on est. L'intonation, la manière dont on parle. Je pense que la voix et les mots ont beaucoup plus d'impact qu'on peut imaginer. Et quand on a des mots qui sclérosent, quand on a des mots qui nous empêchent et qui nous stigmatisent, inconsciemment, on devient vraiment ce mot-là. Et c'est vrai que cette transformation de sclérose en plaques, qui est un mot mais si laid, si moche, de toute façon, tous les mots, tous les aléas qu'on peut entreprendre, le divorce, le chômage, la reconversion, les ruptures, c'est des mots qui nous identifient à d'autres personnes. Parce que ça nous met directement dans la boîte des sclérosés, ça nous met directement dans la boîte des cancéreux, ça nous met directement dans la boîte des chômeurs. Mais en fait, ces boîtes-là, elles n'existent pas, c'est l'invention qu'on en fait. Et je pense que le plus important, c'est de se créer sa propre identité et son propre mot. Parce qu'il n'y a pas d'universalité dans les mots, il n'y a pas d'universalité dans l'humain. On est tous très individuels. Et il n'y a aucune comparaison à faire avec l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a le même mot qu'on appartient au même clan. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important parce que souvent, quand on n'accepte pas le mot qu'on a sur notre lit d'hôpital ou on n'accepte pas le mot qu'on a par rapport aux autres. Et souvent, quand on entreprend des changements de vie, quels qu'ils soient, dès qu'on entreprend des changements de vie, quand on change, quand on prend la départementale au lieu de rester sur l'autoroute, eh ben, on est stigmatisé, on est jugé, parce qu'on tout simplement, on entreprend un chemin différent. Et ce que j'ai réalisé, c'est de créer son propre mot par rapport à sa souffrance, par rapport à ce chemin-là. Mais c'est une source de créativité qui est énorme, qui est magique, parce que je pense que cette rose, déjà rien que de prononcer ce mot-là, ça paraît ridicule au début. Hein. Oui, ok, c'est quoi l'impact de transformer un mot si moche en quelque chose de joli ? Et ben, ça a un impact qui est inimaginable. Et il y a souvent une petite anecdote que j'aime raconter, c'est une petite histoire très courte. C'est à quel point la puissance des mots fait beaucoup. C'est l'histoire d'un petit garçon très jeune, où on lui dit tout le temps, non mais de toute façon, t'es ridicule, t'y arriveras pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, il y arrivait tellement pas, que sa mère reçoit un courrier en disant, écoutez, votre fils il est tellement mauvais, c'était il y a très longtemps, votre fils il est tellement mauvais, on l'exclut et on l'exclut de l'établissement, c'est pas possible. Et cette femme-là, au lieu de lui lire le courrier en lui disant, écoute, t'es tellement mauvais, il faut que tu entreprennes quelque chose d'autre, il faut que tu changes, au lieu de le critiquer et de lui dire absolument ce que l'Institut lui avait envoyé comme courrier, elle le regarde et elle lui dit, écoute, t'es tellement fort, t'es tellement inspirant qu'on ne peut pas te garder. On ne peut pas te garder dans cet établissement parce que ta créativité est trop puissante et ils n'ont pas de programme adapté.
Et donc, elle a adapté un programme spécifique, un peu comme Wake Up, un programme spécifique à cette personne-là. Au final, c'est Thomas Edison et c'est celui qui a créé l'électricité. Il a utilisé sa créativité d'une manière complètement différente, avec un savoir qui n'était absolument pas universel, c'était le sien. Et je pense qu'ici, dans cette pièce, on a tous un savoir et une personnalité totalement opposées, totalement différentes. Et on a notre propre savoir à créer et à entreprendre et à innover. Et ça passe par les mots, ça passe par surtout accepter d'être différent et accepter d'avoir des choix et des envies différentes. Et je pense que Rosie, au début, ça aurait pu paraître un petit peu ridicule, mais aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ce baptême que j'ai fait de ma sclérose en plaques en rose qui fait qu'aujourd'hui, je suis en complète cohabitation et en complète acceptation. Parce que je pense que quand on cohabite, on n'a pas qui a envie de cohabiter avec une sclérose en plaques? Qui a envie de cohabiter avec le mot chômeur, chômeuse? Non! Tu as envie de cohabiter avec le mot différence, avec le mot entrepreneuriat, avec le mot réflexion, avec le mot prise de recul. Tu n'as pas envie de vivre avec des mots qui stigmatisent et qui empêchent de créer. Et c'est vrai que moi, sclérose en plaques, ça m'empêchait d'innover, ça m'empêchait d'avoir surtout confiance en qui j'étais. Et du coup, hormis Rosie, est-ce que tu as un autre mot préféré, ou en tout cas dont tu aimes la résonance ou le son? Je me suis demandé. Si j'ai un autre mot, pour moi, c'est l'immensité. C'est ce mot-là, moi, qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est cette immensité où dans notre civilisation, on a l'impression qu'on est restreint à... Dès qu'on tourne la tête, même dans cette pièce, on sort d'ici, on va tourner la tête, on va vouloir traverser, on est bloqué par des choses. Il y a un immeuble, il y a un passage clouté, il y a une voiture qui passe. Il y a cette espèce d'oxygène qui nous manque. Cet oxygène de se dire « Waouh, où est-ce qu'on peut aller pour… » Dès qu'on a une idée, il y a quelque chose qui nous empêche de penser. Dès qu'on a une idée, il y a quelqu'un qui va… Il y a un ami, il y a un parent, il y a notre entreprise, il y a notre compagne, il y a quelqu'un qui va interférer. Et en fait, pour moi, cette aventure, Rosie, est née grâce à l'immensité de cette nature, à travers la Nouvelle-Zélande, à travers le corps. Quand je suis partie en premier, justement, à travers la Nouvelle-Zélande, j'ai découvert l'immensité de cette nature, ce qui paraît ridicule parce qu'on dit bien, oui, la nature est importante, on le sait un peu tous, à quel point la nature est importante, mais j'ai découvert à quel point l'immensité de la nature nous rappelait l'immensité de créativité qu'on avait à l'intérieur de nous. Il y a une infinité de possibilités et qu'il n'y a aucune décision qui entraîne une fatalité. Ça n'existe pas. Et ça, quand on se rend compte que les choix qu'on prend dans notre vie, ce n'est pas des décisions qui vont nous empêcher et qui vont complètement nous... Parce que pour moi, choisir avant, c'était complètement renoncer. C'est-à-dire que j'étais le genre de nana qui me disait bon, bah, si je prends ce chemin-là, ça veut dire que je renonce au chemin B. Et donc, j'étais toujours dans un chemin ou dans un cheminement de renoncement. Ouais, je vois exactement. Et donc, j'avais toujours cette sensation de me dire, punaise, mais si je vais entreprendre cette idée, si j'entreprends ce chemin différent, bah, je renonce à l'aspect financier. Je renonce à plein de choses. Et en fait, je n'arrivais pas à transformer ce renoncement en créativité, en création. Je n'arrivais pas à me le mettre dans l'esprit. Et quand j'ai atterri justement dans ces pays-là et que j'ai vu cette immensité de la nature, je me suis dit, mais en fait, nous, avant d'être des humains qui sont des hommes complètement civilisés, où l'esprit a pris une emprise sur notre corps et sur notre créativité, avant on était des animaux et il y avait cette immensité de possibilités d'aller à gauche, d'aller à droite, d'être libre. Et je pense que c'est un mot qu'on oublie et qu'il faut qu'on garde à l'intérieur. Et pour moi, c'est une immensité de solutions, c'est une immensité de possibilités et c'est une immensité de choix aussi. Et c'est ce mot qui me vient. J'adore, ok. L'immensité. Dans ton livre, tu l'écris à plusieurs reprises, tu écris « Je ne crois plus au hasard ». Et notamment parce que tu rencontres énormément de personnes sur ton chemin qui, comme toi, ont des rosies ou qui, comme toi, sont en train d'essayer de dépasser leur peur intérieure et de vivre, tout simplement. Et du coup, ma question, je me suis dit, si tu ne crois pas au hasard, à quoi est-ce que tu crois ? Moi, je pense que le hasard, c'est c'est l'invention de l'homme pur et dur. Parce que dans tous les cas, on ne se rend pas compte de l'impact de nos décisions, de l'impact que la vie a quand on entreprend et quand on décide. C'est-à-dire que c'est hallucinant.
quand on s'écoute. Je pense que vous avez tous eu une expérience, en plus on est en petit comité donc c'est hyper intéressant, vous avez tous eu une expérience quand vous vous êtes écoutés. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez rencontré quelqu'un. Il y a eu une ampleur, la vie s'est occupée du reste. Donc nous, à chaque fois, on utilise des mots en disant « la vie est bien faite, mais c'est dingue le hasard, non mais comment c'est possible ?» Non, le hasard, il n'existe pas, j'y crois pas une seule seconde. Le hasard et ce qui nous arrive tous les jours dans notre vie, c'est ce qu'on crée. Les emmerdes, les choses qui nous arrivent, les difficultés, les séparations, les reconversions, les licenciements. C'est pas un hasard. Tout arrive et tout a raison d'exister. Et je pense que ce qui nous arrive, c'est le fruit de notre création. Et quand on entreprend et quand on décide, et moi j'ai réalisé ça, j'étais très très loin de comprendre cette chose avant, c'est quand j'ai commencé, pour la première fois de ma vie, à m'écouter et à entreprendre par rapport à ce que je ressentais au fond de moi. C'est-à-dire que tout l'itinéraire de mon voyage, ça a été que des choix et des décisions que je ressentais. Il n'y avait aucune personne qui interférait dans mes décisions. Je ressentais, j'y allais. Je montais dans telle voiture parce que j'avais mon ressenti. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, justement, je traversais le pays, j'ai fait une traversée de ce pays à pied et en autostop. Et c'était des sensations où parfois je ressentais qu'il ne fallait pas que je monte dans cette voiture. Je ne savais absolument pas pourquoi, ni comment, parce que la personne ressemblait à vous et moi. Mais il y avait des moments où je montais dans des voitures qui paraissaient mais complètement absurdes. Et au final, ça a été des rencontres mais exceptionnelles. J'ai rencontré plus d'une vingtaine de personnes diagnostiquées de Rosie. J'ai rencontré énormément de gens à des moments très spécifiques. Il n'y avait pas de hasard. Et c'était pas « oh là là, la vie est belle » ou « la vie est bien faite ». Non, c'est tout simplement la vie. Elle n'est pas belle, elle n'est pas bien faite. Elle nous met des obstacles, elle nous met des choses sur notre chemin, comme elle nous met des choses magnifiques sur notre chemin. Et tout ce que la vie nous met en face de nous a raison d'exister. Et je pense que le hasard est juste une manière de se rassurer. Pour moi, c'est mon avis. Et en tout cas, c'est ce que j'ai vécu depuis maintenant 2 ans et demi. Et depuis mon retour, ça ne s'arrête pas. Donc, je pourrais vous raconter des milliers d'anecdotes comme ça. Et on va parler, quand tu es, donc on a parlé un peu de la Nouvelle-Zélande, mais quand tu es dans ton monastère en Birmanie, donc où tu y vas... Ouais, ça j'en ai, c'était chaud. Et que tu apprends à méditer, et tu poses cette question au moine, qui m'a vachement parlé, parce que tu lui dis comment est-ce que je peux ramener toutes ces connaissances avec moi, comment est-ce que je peux les mettre en pratique, comment est-ce que je peux faire que la méditation fasse partie de mon quotidien. Et lui, il te répond avec une sagesse infinie et il te dit attends, mais c'est ok, je comprends que tu veuilles tout vouloir tout de suite, mais il va falloir y aller petit à petit et en fait, la volonté va fleurir tout au long du chemin et il faut s'accrocher. Et il te donne un exemple, il te dit, je vais le lire du coup, dans le passé, imaginons que tu t'énervais à 100% à chaque fois pour telle et telle raison, maintenant tu dois baisser ce niveau à 98% et ainsi de suite, tu ne peux pas passer de 100 à 0%. Oui. Et du coup, si tu repenses à ta discussion avec ce moine aujourd'hui, qu'est-ce que cet enseignement t'a appris? Qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui dans ta vie quotidienne? Si je peux juste me permettre, pour les gens qui ne connaissent pas du tout mon aventure et qui ne savent pas vraiment pourquoi j'ai fait un centre de méditation, juste pour ça, c'est en fait quand on a n'importe quel aléa dans la vie, je pense que la plus grosse des maladies, on l'a tous, c'est ce fameux stress qui nous empoisonne et qui nous empêche de créer, qui nous empêche de penser. C'est ce tsunami en fait, d'informations qu'on a cérébrales, qu'on n'arrive pas à dompter et qu'on a tous les jours. Je pense dès qu'on a un problème, on a cette espèce de spirale infernale où nos pensées négatives sont indomptables et agissent sur nos actions. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me disais, j'en peux plus de ne pas savoir gérer mes pensées et de subir toute cette angoisse qui dépend de l'extérieur surtout, parce que l'angoisse, elle est très extérieure aussi à nous-mêmes. Et donc, je me suis dit, je vais aller découvrir cette méditation. Parce qu'avant, j'étais une personne, et je le suis encore un peu toujours, même si j'essaye de trouver mon équilibre, mais j'étais quelqu'un qui vivait vraiment dans les excès. C'est-à-dire que j'étais dans l'excès des sensations positives, quand je suis contente, waouh, et quand je suis triste, c'est des excès de sensations négatives aussi. Donc, j'étais vraiment sur deux pôles opposés. Et ça dictait ma vie, ça dictait mes émotions, ça dictait mes relations. Et ça m'a fait beaucoup souffrir en fait, avec du recul, ça m'a créé énormément de souffrance.
Et je me suis dit, face à ce corps qui lâche, il va falloir d'abord que j'aille découvrir mon corps, il va falloir aussi que j'aille dompter mes pensées et que j'aille trouver cet équilibre intérieur au niveau de mes pensées. Je me suis dit, je vais découvrir la méditation. Pour ça, quand je suis partie justement comme en Birmanie, j'ai fait ces 12 jours de silence sans pouvoir parler, ni lire, ni écrire, ni regarder les gens dans les yeux. Et je me suis rendu compte en fait à quel point le silence déjà était inexistant dans mon vocabulaire. C'était un mot que j'avais quasiment jamais prononcé, je pense. Et le silence, c'était quelque chose qui m'effrayait. Je vais répondre à ta question, hein. Je me permets juste d'expliquer... excuse-moi, mais je me permets juste d'expliquer pourquoi je suis arrivée à tout ça. Et le silence, c'était quelque chose qui m'effrayait parce que être dans le calme, waouh, je suis avec moi-même, c'est pas possible, j'entends trop de choses, j'ai pas envie. Et donc, dès que j'étais toute seule, hop, j'avais mon portable pour communiquer, pour appeler, la musique, etc. Et je me suis rendu compte, en étant forcée d'être silencieuse, à quel point les solutions, elles étaient à l'intérieur de nous, par rapport à toutes nos anxiétés. C'est-à-dire que c'est hallucinant. Comment on a l'impression que dans la communication, on trouve notre solution. Pas du tout. Avant d'aller communiquer à l'extérieur, il faut d'abord qu'on se recentre et qu'on communique à l'intérieur. Et donc, cette phase de méditation, ça a été un voyage dans un voyage. Parce que ça a été vraiment un voyage intérieur où il y a eu plein de phases, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que ce serait trop long. Et après cette découverte de toutes ces choses que j'ignorais, en fait, parce que j'avais souvent tendance à mettre la faute sur les autres, moi. J'étais la meilleure pour ça, je pense. À dire qu'à chaque fois, c'était la faute de l'autre. Non, mais il n'a pas fait ça bien, il n'a pas fait ça comme moi, non, mais ceci, non, mais ça. En fait, je me remettais très peu en question, alors que j'avais l'impression d'être la nana la plus altruiste du monde. Et je me suis rendu compte à travers ces 10 jours, ces 12 jours exactement, et ces 10 jours de silence, je me suis rendu compte à quel point, en fait, il fallait que j'aille, avant de vouloir faire changer les autres, il va falloir que je me change intérieurement. Et donc, pour revenir à ta question du moine, à la fin des 3 mois, parce que j'ai fait les 10 jours de silence, et après j'ai vécu 1 mois et demi dans un monastère, où là, la parole était libérée, et on était vraiment au rythme de la vie des nonnes et des moines. On faisait à peu près 10 heures de méditation par jour, mais on pouvait communiquer. Et à la fin de ce mois et demi de monastère, j'avais l'impression d'être sûre que j'avais trouvé quelque chose d'exceptionnel. Donc le fameux moine me pose cette question, alors t'es sûre de ramener toute cette pratique dans cette vie très civilisée parisienne? Et donc moi, sûre de moi, j'avais rien compris, ça faisait 3 mois que j'étais dedans, il faut peut-être que j'y retourne. Et donc je dis, mais bien sûr, évidemment, que je vais garder, que je vais emporter ça avec moi. Parce que j'avais gardé quand même quelque chose, je pense peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaîtront sur ça, c'est cette notion de changement. Où quand on découvre quelque chose, on veut le mettre en application tout de suite. Dès qu'on découvre un business model, dès qu'on découvre un modèle justement de recrutement, d'équipe, de transformation professionnelle, un changement intérieur, ou qu'on trouve une solution, c'est la découverte, et directement, on veut le copier-coller à notre être. Et donc moi, j'avais l'impression qu'il fallait bien sûr, que je vais méditer tous les jours. Et en fait, il m'a fait comprendre que, avant justement de renaître dans un nouveau corps, de renaître dans une nouvelle philosophie de vie, dans une nouvelle manière de faire, il fallait déjà qu'on accepte que le changement, il prend du temps. Et c'est vrai que le changement, il prend du temps, c'est-à-dire que quand on découvre les choses, les petits changements n'existent pas. C'est-à-dire que chaque changement est important. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petits changements, et il n'y a pas de petites idées. Et c'est ce que j'ai découvert en rentrant, en me disant, mais c'est dingue à quel point quand je suis rentrée, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse tout vite, que je mette en application tout ce que j'avais découvert dans mon aventure, instantanément dans ma vie. Vous avez tous découvert plein de choses dans vos voyages, dans vos entreprises, dans vos familles, avec vos amis, avec vos reconversions professionnelles. Et souvent, on a tendance à vouloir directement le mettre en application. Et ce qui est hyper important, c'est d'accepter cette phase de changement. Parce que dans cette phase de changement, on passe une fois de plus par plein d'étapes. Et ces étapes-là, si on va trop vite, le changement après, il périme. Et il n'est pas durable. Et ça, heureusement qu'il me l'a murmuré, parce que sinon, je pense que je serais déjà périmée là. Ok, donc en tout cas, tu acceptes que les choses n'aillent pas... En fait, je me rends compte que le temps, ce n'est pas une perte de ressources, ce n'est pas une perte de profit,
c'est un gain qui est inimaginable. Et c'est vrai que moi, on m'appelait aussi Speedy Gonzalez avant. Enfin, j'étais quelqu'un qui avait toujours, qui était à fond la caisse, qui se laissait pas le temps de s'observer. Et prendre le temps, c'est prendre le temps de s'observer. Dans une journée, dans une semaine, est-ce qu'on prend tous le temps d'observer nos sensations, d'observer ce qu'on ressent, d'observer en fait l'être qui nous anime au fond de nous. Pas l'être qui va animer notre boss, l'être qui va animer la famille ou le regard des autres, mais l'être qui nous anime à l'intérieur. Et ça, pour moi, quand on arrive à prendre ce temps-là, eh ben c'est ce qui fait une floraison qui est infinie, en fait, qui est sur du long terme, mais qui est durable. Ouais. Et je pense que le temps, c'est même la chose la plus précieuse que tu peux donner à quelqu'un, en réalité. Le fait de passer du temps avec quelqu'un, c'est de lui accorder en fait ce moment, c'est assez précieux, quoi. Oui, évidemment. Après, ce que je pense, c'est j'aime bien cette notion aussi d'expédition. En fait, pour moi, chaque projet, là, on est tous sur un bateau et on est tous sur une île différente, je pense. Et qu'on part d'un port et on doit arriver à bon port. Et avant d'arriver à bon port, on passe par plein d'îles. Au début, il y a l'île de la souffrance, parce qu'on n'est pas bien. Quand on a envie de changer, à chaque fois, la veille d'un changement, c'est qu'il y a quelque chose qui nous tourmente. Et c'est qu'il y a une anxiété, c'est qu'il y a un mal-être, c'est qu'il y a quelque chose qui nous tracasse. Avant de passer sur l'île de l'intention, avant d'arriver sur l'île de la volonté de changer, il faut regarder cette souffrance. Il faut planter sa tente sur cette souffrance. Il faut l'observer. Ça, c'est compliqué. Parce que souvent, on se dit, punaise, allez, on largue les amarres et puis on avance. On est des bulldozers. Mais si on avance, la souffrance, elle reviendra petit à petit sur chaque île et on cicatrisera jamais. Et donc, en fait, la souffrance, il faut l'observer. Après, il y a l'île de l'intention. On a tous des intentions. Quand on a un problème, on sait tous qu'on a un peu envie de changer. C'est compliqué de passer le pas. Ça n'arrive pas demain. Il faut planter son île sur l'intention pour comprendre cette intention. Après, quand on a bien compris cette intention, on arrive sur l'île de la confiance. Petit à petit, je ne dis pas qu'on a une confiance en nous énorme au début, mais on a une petite confiance, on a une petite graine qui se pose dans notre cœur, dans notre tête. Et après cette troisième île sur la confiance, quand on commence à avoir confiance en nous, vous l'avez tous déjà vécu, je pense. Quand vous commencez à avoir confiance en une de vos idées, il y a une interconnectivité qui se crée, qui est immense, une interconnexion. Quand vous avez confiance en vous, vous attirez les gens. Quand vous commencez à avoir confiance en vos projets, confiance en vos idées, c'est hallucinant tout ce qui se crée autour et toutes les personnes qui se greffent à vous. Donc là, il y a cette île de interconnexion. Donc là, vous vous sentez déjà beaucoup plus en sécurité avec cette interconnexion. Et ensuite, forcément, quand on a tout, forcément, il faut douter un peu, parce que dans tous les cas, on est toujours comme ça. Donc avant de passer sur l'île de l'action, il y a toujours cette phase un peu « Putain, je sais que c'est le bon, j'ai tout, j'ai le projet, j'ai les gens, j'ai le soutien, mais là, je flippe. J'ai le doute, je ne sais pas si c'est le bon pas, je ne sais pas si je fais bien de faire ça, j'ai peur. » C'est humain, c'est normal. Et là, c'est l'avant-dernière île, où c'est l'île du doute, où on se pose plein de questions. Mais comme il y a tout qui a été posé, et vous avez planté votre tente sur toutes les autres îles auparavant, l'île de l'action, et c'est comme ça qu'on décolle encore plus haut. Et je pense que cette expédition-là, en tout cas pour moi, je ne sais pas si elle vous a parlé, mais pour moi, elle me parle énormément, parce que dans chaque instant de notre vie, dans chaque instant de nos projets, on est là chacun sur une île différente. Et qu'avant, on ne passe pas de la souffrance à l'action. Waouh, il y a plein de choses. Et prenons le temps d'apprendre de ces chaque île. Elles sont plus ou moins difficiles à vivre, mais elles sont toutes extrêmement importantes. Voilà. Génial. Et donc, tu fais ce voyage en 3 étapes. On vient juste rapidement là, de parler de la méditation en Birmanie. Et la dernière étape, c'est l'âme, c'est la découverte de l'âme. Et en fait, j'adore cette phrase de Maya Angelou, qui est une poète que j'admire énormément et qui dit « L'âme, c'est l'esprit qui me rapproche encore plus de la puissance divine et c'est celle qui fait le gospel, le blues et la poésie. » Ah, c'est cool ça, et puis il faut que je la note celle-là, comme ça je pourrais la ressortir, ça ne fera plus. Oh yeah. Et du coup, c'est quoi ta définition de l'âme ? L'âme. Déjà, est-ce que vous avez une définition de l'âme, vous ou pas ? Allez, on se lâche là, on est en petit comité là. Est-ce que l'âme, ça vous fait penser à un truc, ça peut être n'importe quoi.
Ça peut être la, je sais pas, plume de pan. Non, j'en sais rien. Mais est-ce que l'âme, ça vous fait penser à quelque chose? Là, le premier mot qui vous vient, immensité spirituelle. Il y a d'autres. Pardon? Immatériel, ouais, cool. Divinité? Du divin, d'accord, ok, super. Est-ce que vous avez des petits mots qui vous passent par la tête comme ça? L'impermanence. C'est joli ça. Bah écoutez, pour moi, en tout cas, c'est génial parce que toutes vos définitions représentent... Enfin, je dis pas, ouais, c'est ma bonne définition, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai ma propre définition qui est différente aussi de la vôtre. Et je pense qu'on se rejoint un petit peu tous. Pour moi, l'âme, la différence entre l'esprit et l'âme, c'est que l'esprit, il se construit avec le temps, il grandit avec l'âge. Donc vous n'avez pas le même esprit maintenant qu'hier. Et vous n'aurez pas le même esprit aujourd'hui que demain. Et l'esprit, il grandit, il se module, il évolue. L'âme, pour moi, c'est votre ADN. C'est notre ADN. C'est quelque chose qui nous englobe, qui est autour de nous et qui appartient qu'à vous. Qui appartient qu'à vous et il n'y a aucune âme qui peut se ressembler. Les esprits peuvent se ressembler, mais l'âme ne ressemble à personne d'autre qu'à la vôtre. Et je pense que pour moi, l'âme, c'est quelque chose justement qui peut... Il y a cet aspect divinité, il y a cette impermanence, il y a tout ce que vous venez de dire. Et pour moi, l'âme, c'est vraiment votre propre ADN et c'est ce qui permet d'avoir cette unité entre votre corps et votre esprit et qui fait votre individualité et qui fait votre authenticité. Voilà, ça c'est ma petite définition de l'âme. Et pour moi, justement, à la fin de mon voyage, je voulais découvrir déjà ce que ce mot voulait dire, parce que moi, je ne me connaissais pas du tout. Je savais que j'avais eu envie de découvrir l'âme, parce que pour moi, c'était vaguement quelque chose de spirituel et qui regroupait vraiment sur la terre mongole. C'est le berceau du chamanisme. Donc ça m'a fait penser justement à l'âme. Et en fait, au fur et à mesure de cette aventure, je me suis rendu compte à quel point l'âme était cette enveloppe entre ce corps et cet esprit. Et pourquoi je suis allée justement découvrir cette âme? C'était ta question? Ou c'était ce que tu m'avais dit? Oui. Non, est-ce que c'était vraiment ta question? Non. Ma question, c'était quelle était ta définition de l'âme? Ah bah voilà, ma définition de l'âme, donc j'ai répondu à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, pourquoi je suis allée en Mongolie, c'est... j'avais envie, en fait, à travers justement avoir expérimenté notre corps, à travers la découverte d'un corps qui s'exprime, d'un esprit qui arrive à être un petit peu canalisé. Pour moi, dans la Mongolie, il y avait les deux qui étaient en osmose. Il y avait cet aspect sportif, justement, avec le cheval, avec cette traversée à cheval des steppes. Et il y avait cet esprit où il y a un silence qui est immense dans ces steppes mongoles. Et j'ai découvert une communication, justement, non verbale, une communication dans le gestuel avec ce peuple nomade. Et c'est ce que je retiens, c'est pas forcément les rencontres, les paysages de toute cette aventure, que ce soit les 3 pays. Ce que je retiens particulièrement en Mongolie, c'était vraiment à quel point on n'a pas besoin de mots pour communiquer. À quel point tout peut être dans l'observation et que ici, moi, je me suis rendu compte à quel point je ne savais pas observer les gens. Je ne savais pas observer parce que je ne savais pas m'observer moi-même. Et j'ai tissé des liens avec des nomades. On n'a pas la même langue. On est dans des univers, mais opposés. Je ne peux pas rencontrer, je pense, un peuple autant différent que le nôtre. C'est un peuple qui est tellement enraciné dans la nature, qui vit par rapport à cette nature, qui suit les saisons. C'est un des pays au monde où il y a le moins d'habitants au kilomètre carré et qui a une humilité de s'adapter à cette nature et de ne pas imposer son habitation, qui est vraiment en osmose. Et ça a été hallucinant à quel point de pouvoir voir qu'on peut créer des communications sans pouvoir mettre de mots dessus. Et je pense que ça, cette immensité des steppes m'a appris que la communication n'était pas que dans les mots. Et je pense que dans cette pièce, même si là on reste, imaginons, 1 heure ensemble, sans pouvoir parler, pas en restant assis, mais en vivant, on va observer des traits de personnalité qu'on ne peut même pas imaginer. On peut découvrir des personnes sans leur parler, juste en les observant. Et je pense que cette observation mongole m'a apporté beaucoup dans mon relationnel aujourd'hui avec les futurs projets qu'il y a, avec les créations qu'il y a. Et n'oublions pas d'observer avant de mettre des mots sur ce que l'on ressent, parce que je pense qu'il y a une communication réelle à développer. Et tu l'as dit au tout début, tout le monde ne partira pas vers ce voyage au bout du monde.
Et d'ailleurs, c'est surtout un voyage intérieur. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire au jour le jour, selon toi, tu vois, pour toujours plus se connaître, plus se découvrir Oui, je pense que déjà, il y a un ennemi que moi j'avais, c'était mon meilleur pote à l'époque, c'était la comparaison. C'est-à-dire que dans notre société où on vit constamment connecté à tout, je suis la première à l'être, connectée aux réseaux sociaux, connectée aux plateformes, connectée aussi à ce surdéveloppement personnel où on en entend parler partout, limite ça devient oppressant. Parce qu'on se dit, punaise, objectif, optimisme, bonheur, yoga, méditation, peace and love. Quand est-ce que je peux m'exprimer normalement? Parce que ça devient aussi, je trouve, une communication parfois qui est trop dans le développement personnel et ça vient le périmer, je trouve, de temps en temps. Et donc, en fait, pour moi, réussir à s'écouter au jour le jour, déjà, personne réussit à s'écouter au jour le jour, à part peut-être le Dalai Lama. Donc déjà, il faut essayer de baisser le curseur d'exigence qu'on peut avoir envers soi-même. Je pense qu'on a tous un curseur d'exigence qui est très haut. Et je pense que le plus important déjà, c'est waouh, on ne joue pas notre vie et on ne va pas mourir demain. Et déjà, c'est de baisser le curseur d'exigence sur tout ce qu'on a. Baisser le curseur d'exigence, ça ne veut pas dire être moins performant et ne pas voir et ne pas estimer ses idées et ses projets. Ça veut juste dire ne pas sentir que nos objectifs et notre envie et cette quête du bonheur prend une emprise et une ampleur trop grande dans notre vie de tous les jours. Je pense qu'il y a des petites choses qui sont toutes simples. C'est que quand on est à la quête de ce bonheur perpétuel, c'est aussi de temps en temps qu'on oublie, le plus important en fait, c'est vous avez tous au fond de vous-même là, des petites graines par rapport à ce qui vous fait du bien, par rapport à ce qui vous anime en fait. Il y a des choses qui vous animent et je pense qu'on a été créés complètement différemment, avec des passions différentes, avec des choses différentes. Et c'est ces passions que vous avez tous et toutes, qu'il faut juste, dans votre vie de tous les jours, essayer de rééquilibrer. C'est-à-dire que j'aime bien cette comparaison, et je ne sais pas, parce que c'est une comparaison que j'aime bien faire, avec cette chaise où vous êtes tous assis sur votre chaise et qui, moi, me parle mais énormément. La chaise, pour moi, il y a 4 piliers dans notre vie. Il y a le premier pilier, c'est notre famille. C'est quelque chose qu'on a tous, avec des relations différentes, mais il y a notre famille. On a notre projet professionnel, notre vie professionnelle. On a notre vie sentimentale et on a notre vie intérieure, avec nos projets, nos passions, nos envies, avec juste nous, indépendamment des autres. Et en fait, sur ces 4 piliers, pour moi, c'est un équilibre qui est fondamental. Il ne sera jamais parfait. Et arrêtons d'être à la quête de la perfection. C'est cette quête aussi qui est tellement, de temps en temps aussi, qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche de... Acceptons-nous comme nous sommes. Acceptons nos souffrances, acceptons nos échecs, acceptons nos défauts. C'est en s'acceptant aussi en acceptant de tendre vers cet équilibre et de ne pas avoir cet équilibre. On n'aura jamais cet équilibre. Parce que ce n'est pas possible de l'avoir. Parce que la vie fait qu'on ne l'aura pas. La vie fait qu'on aura toujours des challenges pour tendre vers cet équilibre. Et je pense que pour moi, aujourd'hui, mon objectif et la manière dont j'ai envie de m'asseoir sur ma chaise, c'est juste d'essayer de prendre du temps avec justement ma famille, essayer de garder du sens dans mon objectif professionnel, dans ma vie pro, et de m'investir pleinement dans ma vie pro, essayer de garder du temps aussi dans ma vie personnelle, et garder du temps dans ma vie sentimentale et amicale. Et pour moi, en fait, ces 4 piliers-là, ils sont fondamentaux quand on a envie justement de trouver un équilibre. Et si on met tout sur l'un, il y aura un manque qui est énorme. Et je pense que cet équilibre, il faut juste garder à l'esprit que la peur est humaine aussi. Et qu'on a trop souvent tendance à avoir des discours en disant « chassez vos peurs, n'ayez plus peur ». Non, utilisez vos peurs. Utilisez-les. Gardez-les sous le coude, mais transformez-les. Les chassez pas, parce qu'elles reviendront tout le temps. Et ces peurs-là, c'est ce qui va permettre justement, déjà, de vous sentir vivant et de se sentir en vie. Waouh, il n'y a rien de plus excitant. Et c'est aussi, justement, pour moi, c'est d'accepter ces peurs et de ne pas les chasser.
d'accepter vos différences, d'accepter surtout vos différences parce que on parle souvent, c'est entre les discours de différence dans les sociétés, voilà, acceptez vos prochains, acceptez les handicapés, acceptez les gens en difficulté, acceptez vous. Voilà, entre les discours et les faits, il y a un monde. Il y a un monde. Et je pense que avant de vouloir accepter les gens autour de vous qui sont différents, acceptez-vous. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que c'est jamais acquis. Donc pour moi, il y a les peurs, il y a l'acceptation de soi, et il y a le fait aussi qu'il n'y a jamais rien qui est acquis dans la vie. Et je pense que quand on part du principe que l'acquisition n'existe pas, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez après, mais pour moi, on n'a pas d'acquisition de compétences. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une compétence que voilà, on l'a, c'est bon. Pour moi, on est en perpétuel renouvellement, comme la nature. La nature, elle ne se dit pas « je suis en hiver, j'y reste ». Je suis en été, j'y reste. Non, elle se renouvelle constamment et c'est nécessaire. Et je pense qu'on a besoin, comme la nature, d'avoir ce renouvellement et de jamais s'accrocher à des savoirs ou à des compétences. Et quand on se rend compte justement que l'acquisition n'existe pas et qu'on se renouvelle et qu'on cultive notre potager intérieur, et ben c'est comme ça que la floraison elle est infinie et qu'on ne se repose pas sur nos acquis. Quand tu doutes, où est-ce que tu te réfugies ? Qu'est-ce que tu lis ? Quel film tu regardes ? Ben écoute, c'est très bizarre ce que je vais dire, ça pourra peut-être paraître bizarre, mais quand je doutais, avant, je me réfugiais dans les autres. Et maintenant, quand je doute, je me réfugie plus à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'avant, quand je doutais, j'étais la première à passer un coup de fil. Je ne dis pas que maintenant je ne le fais pas, loin de là, parce que je me nourris énormément de mes rencontres. Et que pour moi, quand on me demande « alors, est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire ?» Pour moi, tout le monde a une source d'inspiration et tout le monde est inspirant. Il n'y a pas une personne dans cette pièce, dans cette planète, qui n'est pas inspirant ou qui n'inspire pas une autre personne. Tout le monde inspire une personne. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que déjà, l'inspiration, j'essaye de me nourrir des autres. Mais quand je doute, ce qui arrive pour différents projets, pour différentes choses, j'essaye de me réfugier à l'intérieur de moi et de ne pas me réfugier dans des choses qui dépendent des autres, justement. Pour au moins canaliser mes angoisses, canaliser mes doutes. Parce que souvent, quand on doute, il y a cette notion de stress. Et souvent, quand on doute, c'est que les autres autour de nous aussi peuvent nous avoir. Et c'est souvent un effet miroir, le doute. C'est-à-dire qu'on peut douter de soi, mais on peut aussi douter par rapport aux autres. Et avant de vouloir convaincre les autres, avant de vouloir argumenter pour les autres, j'essaye déjà d'être à l'écoute de moi pour pouvoir, après, écouter l'angoisse de l'autre et transformer le stress. Parce que c'est souvent un petit exemple que je donne par rapport à cette gestion du doute ou du stress. Par rapport à cette expérience où j'ai voulu justement prendre un sentier complètement différent. Et face à ça, il y a un mur médical, il y a eu un mur amical et il y a eu un mur familial. Bien évidemment, il y a eu un énorme soutien de plein de personnes, mais ce soutien-là, il est nécessaire. Mais on retient aussi beaucoup le mur, c'est-à-dire qu'on retient aussi beaucoup les obstacles. Et quand j'ai voulu partir pour cette aventure, où je m'éloignais de tout sentier justement normaux, je voulais partir, je ne prenais pas de traitement, etc. Il y avait ce stress. On peut adapter ce stress aussi au stress qu'on peut vivre face à nos équipes, face à notre entreprise, face à plein de choses où quand on veut changer, quand on veut entreprendre des changements, il y a un stress autour de nous qui se passe. Et là, il faut savoir, on a déjà notre propre stress, mais il faut savoir gérer le stress des autres. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu le stress de ma famille et de mes proches, j'ai commencé à fonctionner d'une manière que je n'avais jamais fait avant, en 5 étapes différentes. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, ok, je vais les écouter. Je vais écouter, mais parce qu'avant, quand quelqu'un stressait, je me sentais agressée. Et donc, j'actionnais directement. C'est-à-dire que, stress, j'actionne, j'argumente pour prouver que j'ai raison, pour prouver que mon idée, c'est la bonne, pour prouver que ma manière de faire, c'est la meilleure. J'étais comme ça au début avec ma famille quand ils étaient angoissés. Je répondais instantanément, j'étais dans la réaction. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Et donc, quand j'ai commencé à faire en 5 étapes, où je me suis dit, ok, j'ai commencé à écouter sans rien dire. J'écoutais la personne. Elles se sont complètement comprises. La deuxième étape, c'est ce que je me suis dit, c'est j'ai reformulé toute son angoisse. C'est-à-dire que, mais comment tu vas faire ? T'as pas de traitement, t'as pas d'argent, les pas, les nœuds, De toute façon, quelqu'un qui est stressé ou quelqu'un qui est angoissé, toutes ces questions, il y a des négations dedans. Et en fait, j'ai reformulé ces questions en enlevant toute négation. Essayez de le faire un jour, c'est marrant.
vous reformulez avec aucune négation dans la question. Alors déjà, la personne, sa question, c'est plus trop la même. Ça veut dire exactement la même chose, mais c'est plus la même question. Je leur disais, pour donner un exemple, je disais, mais voilà, enfin, je pense que la question de santé et financière est complètement légitime et importante. Ça ouvre vers quelque chose de positif déjà. Après la reformulation, justement, il y avait ce côté où je montrais un exemple. C'est-à-dire que chaque fois, ce qui est important, je pense, c'est montrer un exemple qui est extérieur et qui peut être un appui. Un exemple, une personne ou quelqu'un. Donc, je montrais un exemple qui m'a appuyé ma décision. Et ensuite, quand j'avais ma réponse, à la fin, au lieu de répondre tout de suite, je répondais en dernier. Et je répondais et je reformulais sa question et je reliais tout. Et c'est-à-dire que la personne se sentait, mais, un, comprise, deux, elle avait l'impression que c'était plus du tout la même angoisse, c'est-à-dire qu'elle avait l'impression que son angoisse s'était transformée en quelque chose d'autre. Et après, je lui posais une question à mon tour et je lui disais, est-ce que tu as une autre question? Et donc en fait, c'était dingue parce que ça paraît débile comme ça, mais quand j'ai fonctionné comme ça avec mon entourage, ça a été exceptionnel comment les personnes baissaient en agressivité et baissaient en anxiété. Et donc ça a été maintenant, par rapport au doute, je me réfugie à l'intérieur de moi et j'essaye, quand c'est un doute qui est extérieur, j'essaye de fonctionner comme ça. Ok. En discutant tout à l'heure ensemble et avec Samantha, je ne veux rien spoiler, mais du coup tu travailles à la diffusion de ce message sur plein de formats. Donc tu l'as dit pour le théâtre et il y a plein d'autres adaptations qui arrivent. Quels sont tes prochains critères de succès là, pour tous ces projets? Succès, c'est un grand mot, projet plutôt. Non, tes critères de succès pour ces projets. D'accord, mes critères de succès pour ces projets. Mes critères de succès pour ces projets, c'est de garder le cap intérieur. Ouais. Garder le cap sur ce que je ressens, parce que c'est très difficile. Et comme je disais tout à l'heure, jamais rien n'est acquis. Et c'est garder le cap sur ce que je ressens. Malgré les anxiétés que je peux avoir, les peurs extérieures, les propositions aussi extérieures, parce que souvent, là, quand on a des projets, des idées, on peut avoir des propositions qui nous entourent. Garder le cap sur ce que je ressens et pas lâcher cette petite voix intérieure qui m'a guidée jusqu'ici aujourd'hui. Parce que sans elle, je ne serais pas là. Et je pense que cette petite voix et votre petite voix et vos petites voix intérieures, c'est elles qui ont la solution. Et on a la solution en nous. Et de garder aussi ses oreilles grandes ouvertes, cet oxygène et cette richesse de rencontres. Parce que je me nourris aussi énormément des rencontres que je fais. Et garder cette soif de rencontres qui nourrit mon inspiration chaque jour, parce que c'est ces rencontres-là qui me permettent aussi de garder cette créativité. On ne fait jamais rien tout seul. Et de garder cette inspiration et surtout de garder le cap sur mes ressentis, écouter, m'enrichir, mais garder le cap. Top. Merci Marine. Voilà.